Je m'appelle Marguerite, et pendant 10 septembre ans, j'ai travaillé dans la même maison. 10 septembre ans à ranger les chambres, à préparer les repas, à écouter les conversations dans les couloirs. Mais il y a quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant trop longtemps. Quelque chose qui m'étouffait chaque jour en silence. C'est une histoire que personne ne voulait entendre, pas même moi-même. Parce que la vérité, voyez-vous, c'est souvent plus facile à cacher qu'à dire à voix haute. Quand monsieur m'a annoncé un jour, avec ce sourire satisfait que je connaissais trop bien, qu'il avait arrêté de boire, tout le monde l'a cru. Sa femme a pleuré de joie. Les enfants ont demandé s'ils pourraient maintenant aller à leur match de football. Mais moi, je savais, les gouvernantes savent toujours. Nous voyons ce qui se cache derrière les portes fermées, dans les recoins oubliés, dans les regards détournés. Et monsieur, lui, il portait un masque parfait. D'abord, c'étaient des choses infimes, presque invisibles. Une légère odeur de whisky qui flottait dans son bureau même quand il prétendait être sobre depuis des mois. Une bouteille posée à côté de l'évier, puis soudainement disparue. Des verres qu'il lavait lui-même lui, qui ne levait jamais le petit doigt. Comme s'il avait quelque chose à cacher. Les gens ordinaires ne remarquent pas ces détails, mais une gouvernante. Elle remarque tout. Elle doit remarquer. Je me souviens précisément du jour où j'ai trouvé la première bouteille. C'était un mardi matin. Je faisais le ménage de son bureau, rangeant les papiers sur le bureau, dépoussiérant les étagères, quand mon pied a buté contre quelque chose. Je l'ai senti avant de le voir, cette présence dure et froide sous le tapis. Mon cœur s'est arrêté. Quand j'ai soulevé le tapis, il y avait là une bouteille de cognac à moitié vide. Cachée comme un secret de péché, mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement une bouteille. C'était la preuve vivante d'un mensonge énorme, d'une trahison silencieuse envers sa famille. C'était aussi la confirmation de tout ce que j'avais soupçonné en silence. Et je me suis posé la question qui allait me hanter pendant les années suivantes. Aurais-je dû parler? Si j'avais trouvé le courage de dire la vérité ce jour-là. Si j'avais frappé à la porte de madame et confessé ce que j'avais découvert, aurait-il arrivé ce qui est arrivé après? Les cicatrices que j'ai vues, la peur dans les yeux des enfants, la dissolution lente mais certaine de cette famille, tout cela aurait-il pu être évité? Je ne saurais jamais. Et c'est ce silence qui me dévore encore aujourd'hui. Je dois d'abord vous expliquer pourquoi je raconte cette histoire maintenant, après tout ce temps. Pendant des années, j'ai pensé que c'était une histoire trop honteuse, trop intime, trop cruelle pour être partagée. Mais j'ai compris que le silence, c'est complice, et je ne veux plus être complice. Je veux que vous sachiez ce que j'ai vu, ce que j'ai tu, et pourquoi ce que je n'ai pas dit a changé le destin d'une famille entière. La maison de monsieur et madame était ce que tout le monde rêve de voir de l'extérieur. Une belle demeure en pierre, avec des volets bleu pâle et un jardin bien entretenu. Madame supervisait tout avec élégance, c'était une femme intelligente. Cultivée, belle même si le temps avait commencé à laisser ses marques. Monsieur était un homme d'affaires respecté, toujours impeccablement vêtu, avec cette prestance que donnent la confiance et les bonnes manières. Et il y avait les enfants Théo, 12 ans à l'époque, et Camille, 9 ans. 2 enfants attachants, bruyants, vivants. C'est pour eux que j'ai souvent regretté mon silence. Quand monsieur a annoncé sa guérison, car c'est ainsi qu'on parlait de son alcoolisme dans cette maison. Comme d'une maladie dont on venait de guérir, tout a semblé changer. Il y avait eu des signaux auparavant, bien sûr, des nuits où je l'entendais descendre l'escalier en chancelant. Des matins où ses yeux étaient rouges et vitreux. Des jours où il manquait le déjeuner en famille en prétextant des appels professionnels urgents. Mais quand il a déclaré qu'il était allé voir un médecin, qu'il avait compris son problème et qu'il l'avait surmonté, tout le monde a voulu le croire. Et monsieur jouait ce rôle de l'homme rédemptif parfaitement, trop parfaitement. Au début, il avait même une certaine tendresse nouvelle vers sa famille. Il plaisantait avec Théo à table. Il embrassait Camille quand il arrivait à la maison. Il prenait la main de madame lors des repas. C'était presque beau à voir, presque, mais moi, je sentais l'odeur qui flottait autour de lui. Pas seulement l'odeur du whisky, c'était l'odeur du mensonge. Et les mensonges, ils pèsent. La maison a commencé à se transformer progressivement. D'abord, c'était subtil, une tension dans l'air durant les repas.
Monsieur qui retournait à son bureau juste après manger, fermant la porte à clé. Madame qui l'appelait moins souvent pour les événements familiaux. Les enfants qui baissaient la voix quand il était proche. Comme s'ils savaient instinctivement qu'il y avait quelque chose qui ne n'allait pas. Puis, l'atmosphère a empiré. Monsieur devenait irritable pour des raisons triviales, un repas mal servi, un enfant qui riait trop fort, un bruit dans la maison. Il claquait les portes. Je l'entendais lever la voix contre madame en privé, même si les murs de cette maison ne savaient pas garder les secrets. Les enfants dormaient moins bien. Théo avait commencé à avoir des cernes sous les yeux. Camille posait des questions timides. Pourquoi papa criait-il? Est-ce qu'il allait bien? Et moi, je savais pourquoi. Parce que sous le vernis de la respectabilité et du contrôle affirmé se cachait quelque chose de bien plus dangereux. Une menace silencieuse, une charge d'explosifs émotionnels qui grandissait chaque jour un peu plus. Ce que j'allais témoigner dans les mois et années suivants. Ce n'était pas simplement l'histoire d'un homme qui buvait en cachette. C'était l'histoire de comment une famille peut être lentement détruite par les petits mensonges. Et comment ceux d'entre nous qui voient la vérité doivent choisir entre notre silence confortable et notre courage. Je dois vous parler du début, avant que tout ne devienne si grave que même les sourds auraient pu entendre le problème. C'était un lundi matin en septembre. Je m'en souviens parce que c'était le jour où l'école avait recommencé et que la maison avait cette énergie de nouvel an scolaire. Madame était occupée à vérifier que Théo avait tous ses fournitures, et monsieur prenait son café à la table du petit déjeuner. Lisant le journal avec cette expression satisfaite de l'homme qui maîtrise son domaine. En servant le café, j'ai remarqué son odeur. Ce n'était pas la première fois. Cela faisait déjà quelques semaines que je le remarquais, mais ce matin-là, c'était si fort que j'ai dû faire un effort pour ne pas faire une grimace. C'était l'odeur âcre et sucrée du whisky, mélangée à celle de la menthe pour la laine. Monsieur voyait que je remarquais quelque chose parce qu'il a soudainement détourné le regard et s'est plongé plus profondément dans son journal. Je me suis dit que Patol y avait une explication logique. Peut-être avait-il eu un événement professionnel la veille au soir. Peut-être n'avait-il bu que 1 ou 2 verres. Mais les mensonges qu'on se raconte à Aomine sont parmi les plus faciles à croire. Ce soir-là, en triant la lessive, j'ai trouvé une chemise de monsieur imprégnée de cette même odeur mais bien plus forte. Elle était cachée au fond du panier, sous d'autres vêtements, comme s'il avait délibérément essayé de la dissimuler. Mon estomac s'est noué. Les gens qui n'ont rien à cacher ne cachent pas leurs vêtements. Pendant un moment, j'ai songé à demander à madame si elle savait quelque chose, mais je n'ai rien dit. C'était plus facile de rester muette. Les semaines ont passé, et les petits signaux se sont accumulés. Un soir, en rentrant de course, j'ai trouvé monsieur dans le salon en plein pesmi assis dans le noir, un verre à la main. Il m'a dit qu'il se reposait après une longue journée de travail. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix comme s'il faisait l'excuse avant même que je ne la demande. Autre jour, j'ai découvert une bouteille de vodka dans le placard du linge, cachée derrière des serviettes de bain. Pas même bien cachée, juste déposée là, comme si lui-même savait que c'était mal mais ne pouvait pas l'arrêter. J'ai commencé à vérifier les poubelles. C'est horrible à admettre, mais c'est ce que j'ai fait. Je cherchais des preuves fragmentées des bouchons de bouteilles, des étiquettes de marque. Et je les trouvais, pas une fois. Pas 2, régulièrement, au moins 3 ou 4 bouteilles vides par semaine. Voilà ce qu'était là en réalité, un homme qui buvait secrètement. Quotidiennement, tout en disant à tout le monde qu'il était sobre. Madame restait aveugle à tout cela. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas voir. C'est difficile à dire. Elle avait l'air heureuse pendant le jour. Avec ce sourire qu'elle portait quand elle montrait sa belle maison à ses amis, quand elle parlait de la renaissance de son mari. Mais le soir, je la voyais assise seule dans la cuisine, les yeux dans le vague, comme si elle sentait quelque chose mais refusait de le confronter directement. Les enfants, eux, sentaient l'attention. Camille avait commencé à sucer son pouce à nouveau, une habitude qu'elle avait abandonnée 2 ans auparavant. Théo s'était replié sur lui-même, passant plus de temps enfermé dans sa chambre. Un jour, je l'ai trouvé qui pleurait sans raison apparente. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a juste dit qu'il était fatigué.
Les enfants ont ce sixième sens pour détecter la dysphonie familiale, même quand personne ne dit rien explicitement. Et moi, j'étais prise dans ce monde de demi-vérités et de secrets. Chaque jour, je voyais des preuves du problème croissant. Chaque jour, je me taisais, je rangeais les bouteilles. Je nettoyais les traces. Je prétendais ne rien remarquer quand monsieur faisait des erreurs clairement causées par l'alcool. Une fois, il a versé du café à côté de la tasse et n'a même pas semblé remarquer. Une autre fois, il a appelé Théo par un mauvais nom, comme s'il le confondait avec quelqu'un d'autre. Je voyais tout cela et je ne disais rien. Je vais vous confier un secret honteux. Parfois, je me sentais aussi coupable que lui. Comme si mon silence était une autre forme de mensonge. Comme si en ne parlant pas, je devenais complice de cette destruction lente et invisible de la famille. Mais qu'aurais-je pu faire, moi, une simple gouvernante, qui aurait écouté? Et si j'avais parlé, aurais-je détruit la famille en essayant de la sauver? C'est cette indécision qui allait me hanter pour les années à venir. Le tournant est venu plus tard cet automne. Les journées raccourcissaient, le ciel était devenu gris presque permanent, et avec lui, l'humeur de la maison s'est assombrie. C'est comme si l'alcoolisme las de monsieur avait attrapé le ton sinistre de la saison et s'était autorisé à devenir plus visible, plus brut, moins caché. Cela a commencé par des petites choses. Monsieur devenant irritable au sujet de détails minuscules. Un repas trop salé même s'il était parfaitement assaisonné. Une lampe qui était mal placée sur la table basse. Le bruit des enfants qui jouaient, il levait la voix en disant pourquoi il faisait tant de bruit. Madame essayait de le calmer, disant que ce n'était rien, mais on voyait la blessure dans ses yeux. Un mercredi soir, j'étais en train de préparer le repas quand j'ai entendu monsieur descendre l'escalier. Ses pas n'étaient pas réguliers. Il y avait cette qualité traînante que je commençais à reconnaître pas tout à fait une chute. Mais pas vraiment une marche normale non plus. Quand il est entré dans la cuisine, je l'ai à peine regardé. Continuant à couper les légumes comme si je n'avais rien remarqué, mais je sentais son regard sur moi. Il m'a demandé, d'une voix pâteuse, pourquoi je n'avais pas acheté le bon Bordeaux pour le repas. Sa main s'est appuyée sur le comptoir pour maintenir l'équilibre. J'ai répondu doucement que je pensais qu'il avait demandé à ne pas boire de vin, sans le regarder directement. Son visage a rougi. Il a nié avoir dit cela, puis il a jeté le verre contre le mur. Il s'est brisé avec un bruit violent et les éclats se sont éparpillés sur le carrelage. J'ai simplement demandé si je pouvais avoir une brosse et une pelle. Je me suis agenouillée pour ramasser les morceaux en silence, le cœur battant, sachant que quelque chose venait de basculer. Ce moment-là a marqué un tournant invisible. C'était la première fois que sa colère s'était manifestée physiquement dans ma présence. C'était aussi la première fois que j'ai vraiment senti la dangerosité de la situation, que ce ne serait pas juste de l'alcoolisme, mais que ça risquait de devenir quelque chose de bien plus violent. Les jours suivants ont été pires. Monsieur commençait à boire ouvertement. Mais comme s'il pensait que je ne remarquerais rien. Comme si sa négation était assez puissante pour rendre les choses invisibles. Je le trouvais dans son bureau en fin d'après-midi, un verre à la main, prétendant lire des documents professionnels. Je le trouvais dans le garage, pensant qu'il travaillait sur quelque chose. Mais en réalité assis sur un tabouret, une bouteille à côté de lui. C'était devenu banal, c'était devenu sa normalité. Et je faisais quelque chose dont je ne suis pas fière, je nettoyais après lui. Quand je trouvais une bouteille cachée, je la prenais discrètement et la jetais. Quand je trouvais un verre avec du whisky qu'il avait oublié quelque part, je le vidais et le rinçais comme si c'était un accident. Je l'aidais à maintenir son mensonge. Je facilitais sa destruction silencieuse. C'était une complicité du silence. Je savais que c'était mal, mais je continuais quand même. Peut-être par habitude servile. Peut-être parce qu'exposer le problème semblait plus horrible que de le tolérer. Peut-être parce que j'avais peur de ce qui se passerait si j'osais parler. Une nuit, j'ai entendu du bruit à la cuisine. Il était passé minuit. Je suis descendue pour vérifier une vieille habitude de gouvernante, protéger la maison, et j'ai trouvé monsieur. Assis à la table de la cuisine dans l'obscurité, complètement saoul. Devant lui, une bouteille de cognac presque vide et plusieurs verres. Il m'a remarqué et m'a dit, avec une sorte de sourire triste, qu'il ne pouvait pas arrêter.
C'était la confession la plus honnête qu'il n'avait jamais faite. Et moi, au lieu de montrer de la compassion, j'ai simplement dit que j'allais préparer le café. J'ai tourné les talons et je suis retournée à l'étage. Je n'ai pas rapporté cette conversation à madame. Je n'ai pas confronté monsieur le lendemain. Je me suis juste assurée que la maison continuait de fonctionner comme une machine bien huilée, cachant tous ses défauts et ses rouages cassés. Les semaines d'octobron étaient les pires de cette période intermédiaire. Monsieur manquait le travail maintenant prétextant une grippe, une fatigue, un besoin de repos. Mais je savais la vérité. Je voyais les bouteilles qui s'accumulaient. Je voyais comment il descendait de sa chambre de plus en plus tard chaque jour. Je voyais les cernes sous ses yeux se creuser en abîme permanent. Madame a commencé à poser des questions. Elle lui demandait où étaient les factures de l'agence immobilière. Son patron avait appelé pour dire qu'il n'était pas venu à une réunion importante. Monsieur invoquait des explications maladroites. La plupart du temps, madame acceptait ces explications, mais je pouvais voir qu'elle commençait à avoir des fissures dans son récit. Elle commençait à sentir que quelque chose ne collait pas. Un jour, en changeant les draps de leur chambre, j'ai trouvé une bouteille de vodka cachée sous le matelas. Pas sous le lit, sous le matelas qu'ils partageaient ensemble. C'était une invasion intime de l'espace qu'ils partageaient la nuit, et madame dormait chaque nuit à côté de ce secret. Dieu, j'aurais voulu lui dire, j'aurais voulu crier la vérité. Mais j'ai juste pris la bouteille, l'ai jetée, et j'ai remis le matelas en place comme si rien ne s'était passé. J'ai continué à me taire. Théo a commencé à me poser des questions un jour. Il avait trouvé une bouteille vide dans le garage, je n'avais pas pu tous les trouver à temps. Il m'a demandé, avec cette inquiétude propre aux enfants qui sentent quelque chose mais ne comprennent pas vraiment, pourquoi papa avait une bouteille là-bas. Je me suis agenouillée devant lui. Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux innocents qui méritaient la vérité, et j'ai menti. J'ai dit que c'était pas un ami qui l'avait laissé, que les adultes sont parfois désordonnés. Il a accepté ma réponse. Il voulait croire en l'innocence. Et j'ai détruit un peu de sa confiance en moi ce jour-là, sans même m'en rendre vraiment compte. Ce n'est qu'avec le recul que j'ai compris ce que j'avais fait. En préservant le secret, en nettoyant les preuves, en maintenant le mensonge, je n'aidais pas la famille. Je l'étouffais, je la suffoquais lentement. Et le pire, c'est que je savais comment ça allait finir. Les secrets comme celles ne se terminent jamais bien. Ils explosent. Et généralement, ceux qui en paient le prix sont toujours les plus innocents. Novembre est arrivé avec une violence silencieuse. Le jour de la Toussaint, j'ai entendu monsieur et madame qui se disputaient à l'étage. Je ne voyais pas directement, mais j'entendais à travers les murs. Les voix étaient élevées. Les questions étaient dures. Madame lui demandait de lui dire la vérité, qu'elle savait qu'il buvait, qu'elle l'avait toujours su. Pendant un moment, j'ai pensé que ça allait enfin, que la vérité allait émerger et que peut-être. Ensuite, la guérison pourrait commencer, mais monsieur a juste nié. Il a dit qu'elle était folle, qu'elle imaginait des choses, qu'elle avait trop d'imagination. Et je suis restée là, dans la cuisine, sachant exactement ce qu'il disait était un mensonge, et incapable de rien faire. Madame Yassed, elle a accepté ces mensonges parce que c'était plus facile qu'une confrontation réelle. Parce que reconnaître le problème aurait signifié accepter que son mariage était brisé. Que l'homme qu'elle aimait était autodestructeur, que sa belle vie était une illusion. Peu après, j'ai commencé à remarquer que monsieur devenait moins prudent. Peut-être pensait-il avoir gagné qu'il avait convaincu madame qu'elle se trompait. Ou peut-être que l'alcool avait commencé à effriter ses défenses. Une nuit, j'ai trouvé le garage grand ouvert, monsieur assis sur une chaise. Complètement inconscient, une bouteille de Roma à côté de lui. Je l'ai couvert avec une couverture. Je n'ai rien dit à personne. Puis, le 15 novembre, c'est arrivé. J'étais en train de préparer le dîner, une blanquette de veau. Le préféré des enfants, quand j'ai entendu un cri, c'était Camille. Un cri perçant, terrifié, du type de cri que font les enfants quand quelque chose de vraiment mauvais se passe. Je me suis arrêtée, les mains pleines de sauce. Puis j'ai entendu des pas précipités à l'étage. Madame qui criait après Théo, je suis montée aussi vite que j'ai pu. Dans la chambre de monsieur et madame, il y avait une scène chaotique.
Monsieur était étendu sur le sol, du sang sur son front. Il s'était levé ivre, évidemment, et avait glissé sur le tapis. Sa tête avait frappé le coin de la table de nuit. Ce n'était pas très grave, une coupure plutôt qu'une blessure profonde, mais la quantité de sang rendait la situation plus dramatique qu'elle l'était réellement. Camille s'était enfuie dans sa chambre, terrifiée. Théo restait à la porte, blanc comme un linge. Et madame tenait une serviette contre la tête de monsieur, ses mains tremblant. Elle a dit qu'il fallait appeler une ambulance. Monsieur s'est soudainement redressé, repoussant la serviette. Il a dit non, que ce n'était rien, qu'il allait bien. Et puis, comme s'il réalisait que la situation l'avait dépassé, il s'est effondré dans les bras de sa femme en sanglotant. Des sanglots profonds, violents, comme si toute la pression, tous les mensonges, toutes les années d'autoflagellation se libéraient finalement. Il a répété plusieurs fois qu'il était désolé. Et là, enfin, madame a compris, pas juste soupçonné. Vraiment compris. Elle a jeté un regard vers moi debout dans la porte et m'a demandé directement si je savais. Le moment était venu. C'était maintenant ou jamais. Je pouvais dire la vérité, enfin, après tous ces mois de mensonges par omission. Tous ces jours de nettoyage secret, tous ces moments où j'avais protégé un secret qui tuait lentement la famille. Et je vais vous dire quelque chose dont je suis profondément déçue de moi. Ma première réaction a été la peur. Peur d'être blâmée. Peur d'être accusée de ne pas avoir parlé plus tôt. Peur de perdre mon emploi. Mais j'ai dit oui, Dieu l'admis que je savais. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Madame a demandé depuis combien de temps. J'ai dit depuis septembre. Elle s'est levée. Elle a quitté la chambre et s'est dirigée vers le bureau de monsieur. Je l'ai suivie. Elle a commencé à chercher systématiquement. Elle a ouvert les tiroirs du bureau. Elle a regardé derrière les livres sur l'étagère. Et puis elle a trouvé ce que je n'avais jamais eu le courage de chercher directement, le dépôt central. C'était une boîte, cachée derrière une rangée de dossiers. À l'intérieur, il y avait 18 bouteilles d'8 de différentes marques, de différentes forces, certaines presque vides, d'autres neuves. Madame a demandé comment cela était possible. Elle a demandé depuis combien de temps. J'ai répondu que je pensais que ça avait commencé bien avant septembre. Peut-être depuis des mois. Ou plus, les enfants étaient arrivés. Théo voyait les bouteilles, Camille sanglotait. Et madame restait debout au milieu de ce champ de preuves, détruite. Non pas par la découverte elle-même, mais par la réalisation que tout autour d'elle avait été une façade. Que l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle aimait, n'était pas celui qu'elle pensait être. Elle a dit à monsieur qu'elle voulait une explication. Qu'elle ne pouvait pas le regarder en ce moment. Qu'il devait partir cette nuit-là. Aller chez sa mère ou dans un hôtel, elle s'en fichait. Mais elle ne pouvait pas vivre avec ce mensonge un jour de plus. Monsieur a pleuré, il a supplié. Il a promis qu'il changerait, qu'il irait en retraite, qu'il ferait n'importe quoi. Mais madame ne l'écoutait plus, elle avait fermé son cœur. Je l'ai vu dans ses yeux. C'était une femme qui avait été trahie non seulement par l'homme qu'elle aimait, mais aussi par celle qui travaillait pour elle depuis 10 septembre. Qui voyait et se taisait. Qui nettoyait après lui. Qui était complice par son silence. Pendant qu'il empaquetait ses affaires cette nuit-là, je suis restée à la cuisine. Madame m'a appelée. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit. Et c'était la question que je méritais entendre. J'ai répondu honnêtement que j'avais eu peur. Peur de me tromper, c'est peur de perdre mon emploi. Peur de détruire la famille, et parce que c'était plus facile de nettoyer les preuves que de confronter la vérité. Madame a hoché la tête lentement. Elle m'a dit que j'avais détruit la famille en essayant de la sauver. Et elle avait raison. Ce qui a suivi la nuit du 15 novembre a été une période étrange de transition et de reckoning. Monsieur a dormi dans un hôtel les 3 premières nuits, puis il est allé chez sa mère, une femme qui ne pouvait pas accepter que son fils avait un problème réel. Elle disait que c'était juste du stress, que les hommes de sa famille avaient toujours été sensibles. Pendant ce temps, madame qui m'a dit d'arrêter de l'appeler ainsi et de l'appeler Valérie a consulté un avocat. Elle parlait de séparation, de garde partagée, de documents à signer. Mais cette première nuit, après que monsieur ait quitté la maison, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi.
Pas de tendresse pour moi-même. Pas ce besoin habituel de me protéger. Juste une vague de culpabilité accablante et la réalisation que m'est bonne. Intention d'une gouvernante ancien Nuncio. Finalement j'ai trouvé. Valérie assise seule dans le salon, enveloppée dans un pull trop grand, regardant par la fenêtre la rue sombre. Elle tenait une tasse de thé qui était probablement froide depuis 1 heure. Je me suis agenouillée devant elle, quelque chose qu'une gouvernante ne fait jamais. J'ai dit que j'étais désolée. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit. Elle a demandé depuis combien de temps je savais. Et elle a dit quelque chose qui m'a transpercée, que j'avais détruit la famille en essayant de la sauver, que je ne comprenais pas ça. Et je devais reconnaître que non, je ne comprenais pas alors. Pas vraiment. Valérie m'a dit que je devais partir, qu'elle comprendrait que je cherche un autre emploi. Mais avant que je ne réponde, elle s'est arrêtée. Elle a dit que les enfants avaient besoin de stabilité. Peut-être elle avait aussi besoin de quelqu'un de stable. Elle m'a demandé de rester. Mais à partir de maintenant, pas de secret. Si je voyais quelque chose, je devais le lui dire. Immédiatement, j'ai promis. Je l'ai vraiment promis. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Parce que maintenant, j'étais confrontée à chaque jour aux conséquences de mon silence. Je voyais Camille qui avait des cauchemars. Je voyais Théo qui fermait de plus en plus. S'enfermant dans l'amertume, blâmant son père, se blâmant lui-même, me blâmant. Et je voyais Valérie qui s'efforçait de maintenir une maison et une vie pour ses enfants pendant que l'homme qu'elle aimait désintégrait dans un appartement miteux de l'autre côté de la ville. Monsieur a été obligé de suivre un programme de désintoxication. Il a fallu une intervention légale formelle. Valérie a menacé de lui retirer la garde des enfants s'il ne cherchait pas de l'aide. Ce qui est ironique, c'est que c'était pas ce qu'il lui fallait. Les murs de la maison ne suffisaient pas. Les pleurs de ses enfants ne suffisaient pas. La peur de les perdre entièrement, voilà ce qui a finalement résonné avec lui. Quelques semaines après son départ, je me suis trouvée à nettoyer son bureau. Je n'y avais pas mis les pieds depuis la découverte des bouteilles. Il y avait des traces de son existence dispersées partout, des stylos, des papiers, une photo de famille où il avait l'air heureux, avant que tout ne s'effondre. J'ai trouvé un carnet. Quand je l'ai ouvert, je n'avais pas l'intention de lire ses notes privées. Mais certaines phrases ont sauté sur la page des notes écrites en secret, peut-être à lui-même. Il avait écrit qu'il ne pouvait pas s'arrêter, mais qu'il ne pouvait pas non plus le dire à Valérie, qu'elle le quitterait et qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Alors il buvait pour oublier qu'il devait choisir. Voilà, c'était la vérité qu'il aurait pu exprimer, pas des mensonges élaborés, pas des secrets conservés. Juste une confession honnête que j'aurais pu lui permettre de faire si j'avais eu le courage de l'interroger directement des mois auparavant. 3 mois après la découverte, monsieur a enfin dit la vérité, pas à moi, mais à sa famille. Il a invité Valérie et les enfants à une session de thérapie. C'était un début. On ne débouche pas juste des promesses vides. Je suis restée à la maison ce jour-là et j'ai attendu leur retour. Quand ils sont rentrés, Camille avait les yeux gonflés. Théo avait l'air différent, plus léger, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Valérie m'a trouvée dans la cuisine et elle m'a dit que monsieur allait suivre un traitement complet. Un vrai programme, pas juste des promesses. 1 mois dans une clinique spécialisée. Et il voulait s'excuser directement à la famille. Et à moi aussi, paraît-il. Le jour où monsieur est venu chercher ses affaires personnelles avant d'entrer à la clinique, il y avait une retenue formelle entre nous. Nous avions partagé le secret de sa destruction, et non dans la lumière crue de la transparence. C'était presque gênant. Il m'a dit qu'il était désolé de m'avoir impliqué dans ça. Qu'il savait qu'il avait mis trop de poids sur mes épaules. Qu'une gouvernante ne devrait jamais avoir à porter ce genre de secret. Je me suis forcée à le regarder en face. Et j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. J'ai dit que j'avais aussi du poids à porter. Que j'aurais pu parler. Que j'avais vu et je m'étais tue. Que pour Valérie et pour les enfants, j'aurais dû être courageuse. J'ai dit que j'étais désolée de ne pas l'avoir fait. Monsieur a hoché la tête. Il a dit que pas tard que sans la crise du 15 novembre, il n'aurait jamais cherché de l'aide. Que parfois,
Il faut que tout explose pour que quelque chose change vraiment. Mais il a aussi dit que mon silence avait contribué à cette explosion. Et il avait raison. Les mois qui ont suivi ont vu des changements en mer et elle. Monsieur est revenu de la clinique différent. Plus humble, plus honnête avec lui-même et avec sa famille. Il a commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine. Il a rejoint un groupe de soutien pour les alcooliques. Il a vraiment commencé le travail de récupération, pas juste l'absence de boire, mais la transformation intérieure qui la rend possible. Valérie et les enfants ne lui ont pas immédiatement pardonné. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais lentement, avec les Moes, il y a eu une reconstruction. Les mercredis, il venait chercher Théo et Camille pour des sorties. Il y avait des moments où je voyais les enfants rire avec lui, et je voyais son visage se remplir de gratitude d'être encore dans leur vie. Pas pardonner, mais donner une seconde chance. Et Valérie. Elle s'est reconstruite d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Elle a trouvé du travail, quelque chose qu'elle avait abandonné des années auparavant pour être une épouse et une mère. Elle a commencé à voir ses amis plus régulièrement. Elle a repris sa propre vie, pas seulement comme l'épouse de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, mais comme elle-même. Elle était encore mariée à monsieur légalement, mais elle avait créé une distance émotionnelle qui, je pense, les a finalement sauvés tous les deux. L'espace pour respirer. L'espace pour guérir. La nuit du 15 novembre était le point de rupture. Mais ce qui a vraiment changé les choses, c'est ce qui s'est passé après la honnêteté forcée. L'absence de place pour les mensonges, la nécessité pour chacun de confronter la réalité telle qu'elle était. Et moi, j'ai continué à travailler dans cette maison. J'y travaille toujours, 10 septembre en plus tard. Mais je ne suis plus la même Marguerite qui rangeait silencieusement les preuves de la destruction. Je suis celle qui a appris qu'il y a un coût énorme au silence, et que parfois, la vérité aussi douloureuse soit-elle est la seule voie vers la guérison. Chaque jour, je pense à ce que j'aurais pu faire différemment. Chaque jour, je me demande si je lui avais parlé en septembre, les mois intermédiaires de tension auraient pu être évités. Mais je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement vivre avec, et mes forces c'est d'être mieux. La maison a parfois l'air comme elle était avant, tranquille, bien organisée, fonctionnelle. Mais c'est une maison qui a survécu à un tremblement de terre. Les fissures ne disparaissent jamais complètement, elles se colmatent, elles se comblent. Mais vous pouvez toujours voir où les murs se sont cassés si vous savez où regarder. Et les enfants. Théo est maintenant un jeune adulte qui comprend que même les adultes se battent avec des démons. Il a appris que l'amour ne suffit pas toujours. Que les gens que nous aimons peuvent être autodestructeurs. Que parfois, le pardon doit être construit lentement, brique par brique. Camille a grandi en sachant que parfois, les familles ne sont pas ce qu'elles semblent être de l'extérieur. Que derrière les portes fermées et les sourires polis peut se cacher une lutte bien différente. Ils ont tous les deux une compréhension plus nuancée de l'amour, de la dépendance, du pardon et du silence. Je voudrais pouvoir dire que tout s'est arrangé. Que la famille est heureuse maintenant. Mais ce ne serait pas honnête. Les blessures guérissent. Les cicatrices restent. Monsieur boit maintenant de façon modérée, avec une conscience de lui-même qu'il n'avait pas avant. Valérie vit sa propre vie, plus riche et plus pleine qu'elle ne l'aurait jamais cru possible au moment de sa plus grande détresse. Les enfants grandissant sachant que la vie est plus compliquée que ce que les contes de fées nous promettent. Et moi, je vis avec le poids de ces 10 septembre années. Pas comme un fardeau dans le sens du regret, mais comme une responsabilité. Une responsabilité de ne jamais rester silencieuse à nouveau quand je vois quelque chose qui pourrait détruire une famille. Une responsabilité de comprendre que mon silence a été une forme d'action, peut-être pas la pire action. Mais une action quand même. Et maintenant que je vous pose la question que j'ai dû me poser chaque jour depuis. Et vous? Vous auriez eu le courage de parler plus tôt? Non pas pour juger, pas pour blâmer. Mais simplement parce que c'est une question que tout le monde doit confronter un jour. La question du silence et de la parole, de voir et d'ignorer. De rester complice ou de risquer tout ce que nous avons pour dire la vérité. Je vous laisse avec cette question, et avec la certitude que la réponse n'est jamais facile. Mais peut-être, en réfléchissant à ma propre faillite morale cette nuit-là et à ma lente compréhension de ce que j'aurais dû faire, vous trouverez la force de parler quand le moment viendra pour vous.
Parce que quelque part, il y a une autre gouvernante, un autre témoin silencieux, un autre cœur qui reste muet face à une vérité qui détruit. Et peut-être que ma confession vous donnera le courage de ne pas être cette personne. Merci de m'avoir écouté.